L'arrestation du terroriste palestinien auteur du meurtre d'Otniel. Il s'agit d'un adolescent qui n'a pas encore 16 ans. Il vivait dans un village situé tout proche de cette implantation. La coalition qui lutte contre Daesh en Syrie et en Irak veut passer à la vitesse supérieure. Réunion demain à Paris des ministres de la Défense concernés. Et puis en France, une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des attentats en 2015. La droite veut savoir si tous les moyens adéquats ont été mis en place par le gouvernement. On va revenir donc sur l'arrestation du terroriste palestinien qui a poignardé à mort une mère de famille israélienne à Otniel. C'était avant-hier soir. Beaucoup de réactions liées évidemment à ce nouvel acte terroriste qui se déroule en Cisjordanie. On va écouter ce que pense de cette vague de terreur palestinienne le nouveau chef d'état-major de Tsahal, le général Azenkot, qui reconnaît qu'il faut chercher de nouveaux moyens de lutter contre ce type d'attaque. Écoutez. L'un de nos grands défis est de préserver la sécurité et le sentiment de sécurité des habitants de Judée-Samarie face à cette escalade de violence. Nous devons combattre ce terrorisme de manière créative et rusée, d'une nouvelle manière, de sorte à trouver la parade à ces attaques au couteau et à l'arme automatique. De la même façon, nous devons préserver l'espoir et ne pas empêcher la population palestinienne de vivre normalement, de subvenir à ses besoins. Nous commettrions une erreur d'imposer des couvre-feux, des bouclages et empêcher ces gens de venir travailler en Israël. Cela serait contraire à notre intérêt. Alors l'une des questions qui revient depuis le début de cette vague de terreur, c'est qui pousse ces Palestiniens, d'ailleurs souvent très jeunes, comme ce fut le cas ces derniers jours, à agir. Est-ce qu'il y a cette fameuse incitation qui émane soit de l'autorité palestinienne, soit des réseaux sociaux? On va en parler, on va essayer d'y répondre en tout cas avec vous, Gilbert Finkel. Bonsoir, vous êtes membre du parti Meretz en Israël, et bonsoir à vous, Sacha Dratois. Vous êtes, vous, responsable du département médias au sein du cabinet Rimon Cohen et Schenkman. Vous vous intéressez de près justement à l'incitation sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on regarde ce clip qui a été réalisé justement pour inciter Facebook à stopper, à bloquer les messages incitant à la haine contre les Israéliens, contre les Juifs en Israël, parce que vous allez nous expliquer en quoi justement fonctionne cette campagne juste après. כשטרוריסטים פלסטינים קראו לרצוח יהודים בפייסבוק לא ראו. כשעשרות אלפי ישראלים התלוננו, בפייסבוק לא ראו. כשטרוריסטים מוסלמים שיתפו מסרי הסתה בפייסבוק לפני שרצחו עשרות יהודים בישראל ומאות נוצרים בפריז, בסן ברנרדינו ובלונדון, בפייסבוק לא ראו. הפעם היחידה שצוקרברג כן התייחס לנושא הייתה בפוסט שכתב למען המוסלמים. אז עכשיו, כשצוקרברג סוף סוף פתח את העיניים, בואו נוודא שהוא כן יראה את ההסתה הפלסטינית בפייסבוק. בואו נציב בשכונה שלו בקליפורניה שלטי חוצות עם ההסתה, כדי שישים לב גם אלינו, היהודים. כאן אנחנו צריכים את ההתגייסות והתרומה שלכם. עזרו לנו לגייס $30,000, עלות שלטי החוצות ליד ביתו של צוקרברג. Voilà, donc vous avez compris l'idée, mettre des panneaux publicitaires là où habite Zuckerberg, le patron de Facebook, Sacha Dratois, c'est l'idée de cette campagne. Premièrement, c'est une bonne idée. Je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est qui est responsable? Est-ce que le réseau social en lui-même est responsable? Est-ce que les Palestiniens sont responsables? Et quelle est notre responsabilité à nous en tant qu'Israéliens? Donc, évidemment, dans la réponse, on a la plateforme en elle-même qui est responsable. C'est-à-dire c'est une plateforme qui est ouverte à tous, qui permet à chacun de faire passer des messages sans que personne puisse intervenir et d'offrir en une certaine forme à des jeunes Palestiniens des messages qu'on ne voudrait pas qu'ils reçoivent. Et ça, c'est la plateforme en elle-même. Donc, la plateforme a une responsabilité en elle-même. Est-ce que la plateforme a pris ses responsabilités? Non. Est-ce que Facebook a empêché les Palestiniens qui incitent à la haine de publier leurs messages? Non. Donc évidemment, il faut lancer des campagnes, il faut booster, il faut offrir aussi l'opportunité aux directeurs de Facebook d'arrêter. Et je crois que c'est la meilleure façon de le faire, c'est d'aller jusque chez eux et leur montrer la réalité en face pour qu'ils prennent le contrôle de la plateforme. Donc ça, c'est la responsabilité de la plateforme. Maintenant, est-ce que c'est que Facebook? Non. Une fois que Facebook ne fonctionnera plus, ce sera Twitter, ce sera WhatsApp. Est-ce que WhatsApp appartient à Facebook? Oui. Donc, est-ce qu'on pourra contrôler les médias? Non. Mais est-ce qu'on pourra influencer les directeurs et les responsables pour qu'ils puissent arrêter cette vague d'incitation à la haine? Je pense que ça va aider.
Ouais. Alors, Gilbert Finkel, d'abord, est-ce qu'on est sûr que cette vague de terreur est liée justement à cette incitation? Est-ce qu'il y a, selon vous, un lien avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux? C'est pas la première fois qu'on a malheureusement des vagues de terreur. On peut remonter à 56. Il y avait les Fédayines qui s'infiltraient depuis la frontière égyptienne, etc. Avant la guerre des 6 jours, on parle d'incitation. Les caricatures publiées en Égypte à l'époque et les appels du cheikh Ahmed Choukairi de l'époque, c'était on va jeter tous les juifs à la mer et ce sera des massacres pires que ce qu'on a vu du temps des Mongols. Pendant la deuxième intifada, les attentats suicides, c'était pas les réseaux sociaux. Je veux dire, on blâmait sur les réseaux sociaux, blâmer ça sur les réseaux sociaux, moi ça me semble regarder un petit peu à côté. Je voudrais dire 2 choses en plus de ça, que d'une part, j'ai été absolument bouleversé par cet assassinat commis par ce jeune de 15 ans et demi contre une mère, une femme de 39 ans, et, enfin apparemment qui a lutté, donc qui s'est acharné à la poignarder jusqu'à ce qu'elle meure. Et je voudrais citer quelqu'un qui s'appelle Gershon Baskin, qui est le fondateur et président d'une organisation qui s'appelle IPCRI en anglais, qui est le centre israélo-palestinien de recherche et d'information, qui a organisé, il a essayé, depuis longtemps des rencontres entre professeurs de lycée israéliens et palestiniens pour arriver à essayer d'amorcer un dialogue, et qui fait énormément de choses. Il a contribué à la libération de Gilad Shalit. Il a écrit il n'y a pas très longtemps qu'il ne voyait pas en quoi attaquer, poignarder quelqu'un, comme un monsieur de 70 ans ou une dame de 80 ans, faisait avancer la cause palestinienne. Donc, même des gens qui soutiennent un changement, une politique différente de celle du gouvernement, n'acceptent pas ça. J'ai reçu là, à propos, pas par réseau social, mais par email, un article parlant de quelqu'un qui s'appelle Hafez Al-Barghouti, qui était rédacteur d'un journal palestinien, d'un quotidien, auquel se sont joints des intellectuels et des journalistes palestiniens qu'on entend très peu, et je pense que leurs voix sont occultées aussi de l'autre côté par les Palestiniens eux-mêmes, s'élevant contre ces attentats, disant que le rôle des jeunes et des enfants aussi jeunes, ce n'est pas d'aller poignarder des gens, c'est de vivre, etc. Donc, effectivement, on n'a pas de moyens aujourd'hui, parce que l'armée n'est certainement pas organisée pour lutter contre ce genre de trucs. En plus, ce n'est pas avec les avions les plus perfectionnés qu'on achète aux Américains qu'on va arrêter ce type de terrorisme. Et donc là, il y a une grande question, personne ne le sait. Ouais, personne ne le sait. On a aujourd'hui quand même Mahmoud Abbas qui a condamné, non pas explicitement ce qui s'est passé à Otiel, mais qui a dit « je condamne toute effusion de sang ». Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, justement? Est-ce que c'est peut-être une prise de conscience aussi de sa part, parce que c'est inhabituel chez lui? Je vais juste d'abord répondre. Je ne pense pas que les réseaux sociaux sont responsables de la vague de violence. Mais est-ce que c'est un outil utilisé par les Palestiniens pour faire passer certains messages? Oui. Comme les mosquées sont un outil, comme la culture, les noms des rues sont un outil. Et donc, ça fait partie d'un outil. Est-ce qu'on peut combattre dans cette zone? Oui, on peut la combattre. Est-ce que le rôle sécuritaire d'Israël, c'est d'empêcher les attaques terroristes? Oui. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un lieu de combat? Oui. Donc, par rapport à Mahmoud Abbas, je pense qu'il n'a pas eu le choix de condamner cette attaque. Est-ce qu'il veut condamner chaque attaque? Est-ce qu'il condamne chaque attaque? Non. Est-ce que c'est une attaque qui était trop loin, qui a vraiment été à un niveau où on n'a pas vu ces derniers temps? Il était obligé de la condamner. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui a changé. Il n'a pas changé, il a son intérêt. Son intérêt, c'est de rester en place dans les rues palestiniennes. Est-ce qu'aujourd'hui, la rue palestinienne est plus à droite? D'une certaine façon, oui, elle est plus à droite. Est-ce que Mahmoud Abbas doit jouer le jeu? Il doit jouer le jeu, sinon il y a le Hamas qui va prendre le pouvoir. Donc quand il doit jouer le jeu, il joue le jeu. Il essaie de trouver un juste milieu pour rester en place. Le Hamas, je veux dire, c'est pas seulement son intérêt à lui de rester au pouvoir, c'est notre intérêt que l'autorité palestinienne, c'est ce que dit l'armée d'ailleurs, notre intérêt que l'autorité palestinienne reste au pouvoir, sinon elle va être remplacée non seulement par le Hamas, elle risque d'être remplacée par des djihadistes, par des islamistes et par toute l'horreur qu'on voit. Et d'ailleurs, on peut voir que justement que les djihadistes et le Hamas, qui est basé à Gaza, utilisent ces réseaux sociaux pour parler avec la population palestinienne en Judée et Samarie. Donc on voit justement que les frontières qui existaient avant n'existent plus à cause du monde virtuel, des réseaux sociaux, où chaque côté peut recevoir des messages, et que le côté palestinien n'envoie pas ces messages à Gaza, ce qui est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que personne ne parle avec ces jeunes Palestiniens sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il n'y a qu'une voix sur les réseaux sociaux. Est-ce que le rôle d'Israël, c'est d'intervenir sur les réseaux sociaux et de faire passer un autre message? Il faut le faire. Toi, commencer par l'histoire de la mosquée. Est-ce qu'elle est vraie? Elle est fausse.
qui a été expliqué en arabe à ces jeunes Palestiniens que c'est faux, qui a été leur raconter une autre histoire, qui a été leur raconter qui sont les réels Israéliens et comment est-ce que nous on voit notre vie et leur vie en même temps. Je pense que le problème vient qu'il n'y a qu'un côté qui parle aux Palestiniens. Mais Par exemple, sur les implantations, est-ce qu'il faudrait expliquer que finalement ces habitants des implantations peut-être sont là aussi pour rester? Est-ce que peut-être les Palestiniens n'acceptent pas aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce même Abou Mazen, il y a eu la convention nationale de Meretz il y a une dizaine de jours à Jérusalem, et Abou Mazen a envoyé un message de conciliation dans lequel il disait que la situation actuelle est due au désespoir et à la frustration. Maintenant, on le sait, ça. Qu'est-ce qui peut pousser des jeunes à commettre un crime qui va après lequel ils ont toutes les chances d'être tués? Je veux dire, là, même si c'est pas des attentats suicides comme ceux qui étaient avec des explosifs, etc. Ils se lèvent. On a vu que très souvent, il n'y avait aucune explication. Les jeunes se levaient le matin, au lieu d'aller en classe, allaient commettre un attentat. Il y a deux sortes. La population des implantations, elle n'est pas homogène. Il y a d'une part une minorité, mais qui est militante, mais qui est une minorité active, qui elle voudrait que les Arabes partent. Et ils ont des échos à la Knesset et au gouvernement aujourd'hui. Il y a ceux qui vivent pour des raisons économiques, parce que c'est plus facile, et qui ne s'occupent pas des Palestiniens. Donc, il y en a plusieurs. Et il y a ceux qui les emploient aussi. Maintenant, on a bien vu, c'est même l'armée qui l'a dit, que ceux qui ont un permis et qui travaillent depuis 10 ans en Israël, il n'y a jamais eu de problème avec eux. Il y a eu un problème dernièrement, une fois, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être que, je ne sais pas, s'adresser, aller voir comment ça se passe chez les familles, mais de façon conciliatrice, pas en envoyant l'armée chercher maison après maison de façon agressive, comme ça se passe très souvent. C'est peut-être pas un très bon moyen. C'est un dialogue qui n'existe pas. Et le jour où on mais le dialogue a existé. Il y a eu un dialogue, il s'est terminé. Mais il n'a pas existé à la deuxième intifada, les dialogues. Deux peuples. Alors les gens n'ont pas discuté, ce sont les politiciens qui ont discuté. Mais il faut permettre aux gens d'écouter une voix. Comment il y a eu pendant la première intifada, il y avait plein de groupes de dialogue. Ça s'est arrêté à la deuxième parce que les Palestiniens n'avaient plus de moyens d'arriver. Il n'y avait pas de moyens de rencontre. La sécurité israélienne dans les mains des Israéliens. Je sais, mais c'est à nous d'être proactifs et de lancer ces discussions parce qu'on veut offrir aux Israéliens. Oui, mais il faut qu'il y ait le soutien du gouvernement pour ça. Or, le gouvernement, il parle de deux voix aussi. Je veux dire, il y a des gens au gouvernement qui sont pour l'annexation de la partie C. Il y en a qui sont pour l'expulsion des Arabes. D'un autre côté, on entend chez nous une toute petite minorité, mais qui voudrait ici créer une insurrection pour que le plus de Palestiniens possible partent, et qui voudraient que les non-juifs partent. Donc, on a une polarisation des deux côtés, mais quand même, je veux dire, je ne sais pas, est-ce que l'armée fait appel, par exemple, à des psychologues pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces jeunes? La réelle question, c'est qui est responsable? Est-ce que l'armée est responsable de tout ce qui se passe en Judée-Samarie? Non. Non, c'est le gouvernement. Et avant tout, c'est le gouvernement. Oui, mais... Et est-ce que l'autorité palestinienne utilise des psychologues aussi pour voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes et pour les empêcher? Il faudrait leur demander. Donc on ne peut pas accuser uniquement que l'armée israélienne ni le gouvernement israélien. Tout à il faut fait, trouver que c'est un tango, c'est une danse. Attendez, moi je n'accuse pas l'armée, je veux dire, l'armée elle fait son travail et aujourd'hui, beaucoup de gens à l'armée sont plus modérés que beaucoup de membres du gouvernement, justement. On se trouve dans une situation un peu paradoxale. C'est l'armée qui dit qu'il faut soutenir l'autorité palestinienne pour ne pas se retrouver dans une situation bien plus difficile, alors qu'au gouvernement, c'est tout le temps, on ne veut pas d'eux, ce sont les pires, les incitateurs, les antisémites, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a des éducateurs et des éducatrices chez les Palestiniens, il y a des enseignants, il y a toutes sortes de gens, là, ces intellectuels et ces journalistes. On aimerait bien les entendre alors s'ils sont là. Parce qu'on ne les a pas entendus, on ne les a pas vus, et ils ont une part de responsabilité dans tout ce qui se passe. On n'a pas leur nom. Apparemment, ils ont peur pour leur peau aussi, ceux-là. Oui, mais ça, c'est la responsabilité d'Abou Mazen uniquement. Je parle de leur côté. Donc, c'est pour ça qu'on a l'air d'être dans une impasse absolument effrayante avec cette histoire. Mais malgré tout, ça serait peut-être une idée de voir avec, je ne sais pas, des gens spécialisés dans ce genre de trucs, ou que ce soit pour essayer de trouver un moyen de communiquer, de voir ce qui se passe pour essayer de l'empêcher, peut-être. Il faut être, comme a dit Gadi Eisenkot, il faut être créatif. Alors soyons créatifs.
tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ne marche pas. Là, qu'on ne peut pas vérifier chaque lycéen, chaque étudiant et voir ce qu'il va aller faire dans la journée, c'est pas possible. Il a été constaté, en tout cas, vous parliez du rôle des réseaux sociaux, que certains, évidemment, des jeunes qui ont agi depuis le début de cette vague de terreur, c'est-à-dire il y a un peu plus maintenant de 4 mois, avaient été effectivement soit influencés par les réseaux sociaux, par des vidéos vues sur des réseaux sociaux. Ça pourrait être empêché justement en bloquant ce type de message, s'il y avait un blocage automatique. Premièrement, oui, mais c'est pas que un matin, un jeune enfant se réveille et décide d'aller tuer quelqu'un. C'est plus long. Ça a commencé quand il était plus jeune. Il était à la mosquée, il a entendu des chants anti-israéliens. Il a peut-être vu ses parents arrêtés, il a vu ses parents aussi, mais des membres de sa famille c'est pas avec des parents arrêtés qu'on va aller tuer une femme quand tu as 15 ans. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai peut-être un parent qui a été arrêté, mais je ne vais pas me réveiller le lendemain matin, aller tuer une femme. Et s'il y avait plus de personnes, j'aurais tué toute la famille. Palestinien. Je ne suis pas palestinien, mais j'aimerais bien terminer. J'aimerais bien terminer. Oui. Allez-y. Et donc, il y a toute une série de choses qui influencent ce jeune Palestinien. Et qu'un matin, il se réveille et il va agir. C'est pas du jour au lendemain où il a agi. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit c'est du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé. La rue palestinienne influence les Palestiniens tous les jours, partout, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la mosquée ou que ce soit dans les rues. Quand on a des rues en Judée et Samarie, à Ramallah, où toutes les rues, c'est des noms de terroristes, on a un sérieux problème. Les rues en Israël ne sont pas des rues avec des noms de terroristes. Et donc c'est là qu'il faut changer les choses. Et l'autorité palestinienne doit prendre ses responsabilités avant tout. Si elle veut arrêter cette vague de terreur, elle doit enlever les noms des rues, elle doit crier sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'elle pense, elle doit empêcher les jeunes Palestiniens de voir qu'un message. Et maintenant, évidemment, les réseaux sociaux en eux-mêmes ont des responsabilités, Facebook a ses responsabilités, et il faut les empêcher de continuer à diffuser ces informations. Bah oui, bon, alors là, il y a une question de censure. On commence par ça et on ne sait pas jusqu'où on va. Je veux dire, ici, on veut... Mais vous avez vu les messages qui sont publiés, on a parlé des caricatures qui sont les mêmes qu'on a vues dans les années 30. On ne peut pas accepter ça quand même. Mais je sais, mais je parlais de celles que les Égyptiens publiaient à la veille de la guerre des 6 jours. C'est une horreur, c'est la même chose. On voit les mêmes aujourd'hui. Mais je sais, oui, ça n'a pas changé. La censure, c'est pas une honte. Ça n'a pas changé. Oui, seulement la censure, on ne sait pas où elle... Mais peut-être. Seulement, il faut, je veux dire, c'est pas... Comment vous allez dicter à Facebook quoi faire? Non, on va juste... Je veux dire, c'est très populaire en Israël, Facebook. Tous les jeunes Israéliens sont sur Facebook. Quand on a des messages qui incitent au meurtre, est-ce qu'on peut les publier? Est-ce qu'on peut les accepter? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les messages des Juifs qui incitent? Mais c'est la même chose. Bon, alors ok. Mais c'est la même chose. Mais oui. On ne peut pas accepter l'incitation à la haine des deux côtés. Point à la ligne. Mais je ne vois pas pourquoi Facebook accepterait ce genre de choses. Je veux dire. Mais aujourd'hui, ils l'ont accepté. C'est pour ça qu'on lance des campagnes pour les empêcher. Mais pour l'instant, ils l'ont accepté. C'est possible de les contraindre par la loi. Par la loi. Israël c'est comme sur une télé publique, on n'a pas le droit de diffuser l'incitation. Est-ce que Facebook est un média comme un autre? Oui. Bon, alors justement, en Chine, je veux dire, il n'y a ni Google, ni... Mais on ne parle pas de la Chine. Non, je suis désolé, on parle d'incitation. Je sais. Maintenant, vous avez 2 ministres qui ont eu l'intelligence de dire qu'il y avait plus de morts dans les accidents de voiture et que par le terrorisme, donc ça enlève un petit peu et qu'il ne fallait pas en faire toute une histoire. Donc, ce qui fait que ça bloque aussi une action quand on entend ça de la part de ministres du gouvernement. Il y a quand même un problème quelque part, je veux dire. À mon avis, mais ça vaut la peine d'essayer. Peut-être que si ça marche, peut-être... Mais c'est pas comme... Moi, il faut bien comprendre. Comme vous avez dit, je veux dire, c'est pas Facebook, après ça sera Twitter. Il y a Internet aussi, sans que ce soit les réseaux sociaux, je veux dire. Et c'est à la mosquée, donc la base... Et Internet, c'est partout, sans réseau social. Maintenant, une seconde, on parle de la mosquée. À propos de mosquée, il y a quand même quelquefois des mesures très simples. Depuis que les ministres et ceux qui voudraient reconstruire le 3e temple ne montent plus au mont du temple, ça s'est un peu calmé de ce côté-là. Ça s'est calmé parce que on a encore vu en 2 jours 2 attaques au couteau. Non, on a une femme qui a été tuée. Je parle... Il y a un contexte beaucoup plus large. On a la moitié de l'armée israélienne qui est à Jérusalem, on a la moitié de la police israélienne qui... C'est pas parce que c'est calmé, c'est calmé puisque les forces sont sur place. Ce serait bien d'avancer parce qu'on a au nord la Russie maintenant qui livre des armes à l'Iran qui risque d'arriver au Hezbollah. Ça fait un autre débat. Tout change tout le temps. Merci à vous, Sacha Dratour. Merci, Gilbert Finkel. On va retourner à Otniel, justement, retrouver Julia Ganancia qui est sur place pour évoquer l'atmosphère ce soir. Julia, après donc l'arrestation du meurtrier de cette mère de famille israélienne, Julia.
L'émotion est encore très vive ce soir à Otniel, 2 jours après l'assassinat sauvage de Daphna Meir, une infirmière de 38 ans. Son visage est encore dans tous les esprits. Cette femme était très appréciée dans la communauté et ce soir, la solidarité s'organise autour du père de famille et des 6 enfants de Daphna Meir. Alors, ce qui nous frappe lorsque l'on arrive ici, c'est la solidarité qui émane de cette communauté. On a des messages qui sont inscrits et qui sont accrochés un petit peu partout, aux barrières des jardins public et puis au balcon aussi. On peut y lire « Nous restons ensemble, nous nous réchauffons ensemble et nous allons rester debout ensemble ». Voilà, c'est le message que la communauté veut envoyer à Israël. En tout cas, le terroriste présumé a été arrêté la nuit dernière, mais pour beaucoup ici, ça ne changera rien, ça ne ramènera pas Daphna Meir. Seul le temps pourra panser les blessures qui sont encore très vives ce soir. Merci Julia Ganancia Otniel et on va écouter justement le témoignage d'une habitante de cette localité au micro de Julia Ganancia. Je vivais avec elle depuis 16 ans maintenant. Et elle n'est plus là, elle va nous manquer, elle va manquer à ses enfants. Elle est morte dans des conditions atroces. Et on n'a pas encore digéré. Pour l'instant, on est en train de lécher nos plaies, on tourne à vide. Tout est organisé, je ne sais pas si vous avez vu. Malheureusement, on a l'habitude de ce genre de choses. Mais ça... Il n'y a pas d'analyse pour l'instant, on est encore sous le choc. Et puis bon, ça va continuer comme ça pendant un certain temps. On va évoquer à présent en Ukraine cette histoire étonnante d'un juif orthodoxe ukrainien qui a choisi de s'engager dans l'armée de son pays pour participer à la guerre civile qui sévit là-bas depuis près de 3 ans. La communauté juive d'Ukraine, qui a souvent été accusée par les nationalistes d'être pro-russe, eh bien lui démontre le contraire. Daniel Atlan. Avec sa longue barbe et sa tenue de camouflage, impossible de rater Asher Tcherkassky au milieu de la foule. À 45 ans, il a passé le plus clair de sa vie à élever ses 3 enfants dans les traditions du judaïsme orthodoxe. Mais la guerre dans l'est de l'Ukraine a tout changé. Originaire de Crimée, il devient un combattant de la première heure. Lorsque la péninsule est annexée par Moscou en 2014, il n'hésite pas à tout quitter pour rejoindre les forces ukrainiennes dans leur lutte contre les séparatistes. Je suis un citoyen de l'Ukraine, donc je suis obligé de défendre ce pays. Si je quitte le pays, je pourrais échapper au combat. Mais comme je suis un citoyen ukrainien, je dois me battre et j'en ai envie. L'engagement de Tcherkassky résonne comme une évidence, mais son parcours reste atypique. Peu de juifs orthodoxes ont rejoint les combats. Ils redoutent un service militaire qui pourrait venir entraver leurs pratiques religieuses. Mais lui a appris à s'adapter. J'ai essayé de respecter les règles juives sur la ligne de front. J'ai dû manger du poisson en conserve et des flocons. Il devient très vite un des visages du conflit, le trait d'union entre différentes communautés qui considèrent l'Ukraine comme la mère patrie, une popularité qui lui permet d'entrer en politique. Et alors que les combats ont baissé en intensité, Tcherkassky a troqué les tranchées contre un siège d'élus, sa nouvelle bête noire, la corruption. Maintenant, la ligne de front avance. En ce moment, nous devons défendre le pays ici, sur la ligne de front, parce que malheureusement, nous ne voyons pas de changement dans le combat contre la corruption. Et l'ancien combattant en est convaincu, la lutte contre la corruption est l'autre guerre de l'Ukraine. Alors, puisqu'il est question d'engagement dans l'armée, eh bien, on vous a parlé de l'histoire de notre invité à présent, Yoni Zarka. Bonsoir. Vous êtes nouvel immigrant en Israël d'origine française. Et votre histoire, on l'avait vu ici même, puisque vous avez, pendant plusieurs jours, campé devant le quartier général de l'armée israélienne qui vous a refusé votre admission dans l'armée parce que vous étiez trop âgé. C'est ça, il y a une loi ici qui... Voilà, tout à fait. En fait, la loi actuellement, c'est dépassé 28 ans, l'armée ne prend plus de soldats en tant que combattants. Voilà. Donc effectivement, je suis parti à Téléchomer en protestant. Moi, ce que je veux expliquer aujourd'hui, c'est que je suis arrivé en Israël pour un objectif, c'est de faire mon service militaire. Dans le service militaire, je suis pas là pour faire 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans et ensuite dire merci, j'ai effectué mon service, maintenant je peux repartir dans la vie sociale. Mon but, c'est d'effectuer après, de continuer dans le domaine de l'armée. Pour moi, c'est vraiment très important. C'est le rêve sioniste. Je suis venu pour ça. Je suis très motivé.
Dès mon arrivée en Israël, j'ai décidé de faire de la colocation avec des Israéliens, justement, pour avancer dans l'hébreu. Au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, j'ai décidé de travailler aussi en tant que serveur dans des restaurants, encore une fois pour avancer dans mon hébreu. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en attente de réponse. Vous avez été très loin, c'est parce qu'en plus de camper devant le quartier général de l'armée à Tel Aviv, vous avez rencontré Netanyahou pour le sensibiliser à votre cas. Effectivement. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors ? Alors, c'est parti très vite, puisque au bout d'une semaine, j'ai eu tous les médias qui sont venus à Tel Aviv. Au bout d'une semaine, j'ai un député, Oren Khazan, qui est venu me rencontrer et qui m'a présenté ensuite Bibi Netanyahou. Ça a été rapide. Oren Khazan a expliqué mon histoire à Benjamin Netanyahou. À ce moment-là, ils se sont échangés certaines phrases et je suis toujours en attente de réponse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ce rendez-vous avec Benjamin Netanyahou, 2 jours après, j'ai passé un entretien à Tel Aviv. Pendant cet entretien, on m'a posé pas mal de questions sur mon passé, sur mon présent, sur mon futur, ma famille, ce que je voulais faire à l'armée, ce que je voulais faire après l'armée. L'entretien s'est très bien passé. 2 jours après, en sachant que j'étais encore sur place et je dormais encore une fois à la Tel Aviv, donc la base de recrutement, j'ai reçu un appel téléphonique d'un des officiers qui m'a dit « Voilà, Yoni, on te propose tout simplement une chose. Si tu quittes Tel Aviv, derrière ça, on te promet un entretien ou ton entrée à l'armée. » Donc ça va peut-être se débloquer, c'est ce qu'on peut dire ? J'espère. J'ai pas de confirmation, mais j'espère. Merci Yoni Zarka d'être venu en parler en tout cas dans ce journal. On suit ce dossier avec vous. Nouveau journal dans un instant avant le sport et Jean-Philippe Lustig.